Radioscopie, René de Pestre, Jacques Chancel. Vous êtes aujourd'hui René de Pestre, le poète, l'écrivain haïtien le plus connu, exilé depuis 1946. Vous avez parcouru le monde entier, sans doute à la recherche d'une vérité qui vous échappait. Vous avez beaucoup écrit, retenons le premier recueil de poésie, Étincelle, et aussi Végétation de clarté, Minerai noir, Poète à Cuba, Cantate d'octobre, Le mât de cocagne, il s'agit cette fois-ci d'un roman. Et puis, votre dernier ouvrage, Bonjour et adieu à la négritude. René de Pestre, vous affirmez votre négritude et dans le même temps, je crois l'avoir compris, vous souffrez de l'exil. c'est-à-dire que, à la fois, comme le titre de mon livre l'indique, j'ai dit bonjour à la négritude et je dis adieu aussi. On peut dire adieu ? Oui, je crois que le moment est venu, tout au moins pour ma génération, de dire adieu à la négritude. Mais c'est donc refuser une différence ? Non, c'est pas refuser une différence, c'est peut-être aller vers une identité beaucoup plus réelle. C'est aller vers une identité pan-humaine. Parce qu'à bien examiner la négritude, je pense qu'à la longue, c'est devenu pour beaucoup une cage. Et qu'il faut toujours sortir des cages, et notamment quand on est un poète. Il ne faut pas rester en cage pour chanter, il faut chanter en plein air. Je sais qu'il y a beaucoup de mes congénères, disons, qui ne sont pas d'accord avec moi parce que qui se complaisent, si je peux dire, dans leur négritude, qui ont pris goût. Mais je pense que c'était ce que Sartre appelait une médiation. Il fallait à un moment donné assumer négativement le fait d'être noir et dépasser cette situation. C'est ce que j'essaie de faire. Je parlais également de l'exil, car vous êtes exilé depuis 1946. Haïti n'est plus pour vous la terre de vos racines. Elle l'est peut-être dans la tête, vous marchez dans votre tête, mais là-bas, vous n'y êtes plus revenu. Je ne suis plus revenu, en effet, pendant 30 ans. Ces derniers 30 ans, je n'ai vécu qu'un an en Haïti. Mais, comme vous avez dit, Haïti est en moi. Je porte Haïti partout. Et j'ai su, en quelque sorte, faire de mon exil, qui est pour tout homme une maladie, j'ai essayé d'en faire une espèce de santé. La santé de mes poèmes, si santé il y a, et la santé de mes livres, et ma propre santé personnelle. Je crois que c'est ce que tout homme doit essayer de faire, de changer et tout état maladif en état de santé. Mais René de Pestre, vous avez l'impression d'avoir retrouvé une terre quelque part. Bon, vous vivez en France, vous occupez même une position enviable, mais vous avez peut-être d'autres espaces. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de tenir si longtemps en exil, c'est le fait que j'ai essayé de prendre racine partout où j'étais. Et c'est pour cela que maintenant, je peux parler d'une identité pan-humaine. Quand j'étais au Brésil, je réactionnais comme un Brésilien. Je me sentais brésilien. Quand j'ai vécu à Cuba, j'y ai vécu longtemps, près de 20 ans, et il y a un mot espagnol qui dit très bien ça, mais qu'on ne peut pas traduire en français, je vais essayer, qui s'appelle aplatanado. Aplatanado veut dire bananiser. C'est-à-dire que partout où je vais, j'essaye de me bananiser, c'est-à-dire de prendre souche, de trouver partout des hommes, des amis, des femmes. Et je crois que c'est une espèce de contre-exil. Sinon, on peut tomber dans l'alcoolisme, on peut tomber dans le désespoir, on peut être dépaysé complet. Donc vous pensez que l'on peut être vraiment du pays où l'on vit ? Je crois qu'on peut être du pays où l'on vit si on appartient à l'espèce, si on appartient à la terre, si on a des antennes pour chaque homme et pour tous les hommes, si on se sent appartenir à l'humaine condition. Mais vous avez quand même eu toutes les chances de vous désespérer. D'abord, il y a Haïti, et on vous en interdit le passage. Il y a eu Cuba, et même à Cuba, vous qui avez été communiste, enfin qui en êtes revenu, vous avez eu quelques ennuis, parce que vous avez été, je ne dirais pas chassé, mais emprisonné. Non, je n'ai jamais été emprisonné à Cuba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il me fallait partir, comme je l'ai senti à un moment donné aussi au Brésil, comme je l'ai senti en 1950 en France, si j'ai dû partir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé chaque fois où j'ai pris racine quelque part, j'ai dû partir à un moment déterminé. Et à Cuba, je n'ai pas été emprisonné, mais à un certain moment, je sentais que
les obus qui me tombaient sur la tête. Vous savez, chacun de nous, on reçoit, et si ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, on reçoit des obus sur la tête. Je sentais parfois que c'était pas seulement, disons, de Miami que les obus venaient, mais c'était parfois des amis. Et les obus, qu'ils soient d'amis ou d'ennemis, font le même mal. Un coup de roquette dans le dos, un obus dans l'estomac, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ça reste un obus et on a mal. Je crois que c'est ce qui explique, en peu de mots, que je ne vive pas ou plus à Cuba en ce moment. Vous êtes enrichi d'une culture occidentale. Bon, c'est-à-dire française, que occidentale. Je ne renie pas mes racines, disons, françaises, mais je suis le produit d'un métissage. Je suis un produit de l'Afrique et de l'Europe. Nous allons essayer d'expliquer ça peut-être que plus en détail. Tout Haïtien, tout homme de la Caraïbe, tout Latino-Américain, même on peut le dire, ou bien tout Américain, est le produit d'un tel métissage. C'est le résultat d'une grande aventure historique où deux continents, l'Europe et l'Afrique, se sont rencontrés et ont produit une réalité complètement différente, aussi bien de l'Afrique que de l'Europe, qui s'appelle l'américanité. René Lepestre, imaginons que vous puissiez revenir à Haïti, que Jean-Claude Duvalier vous le permette, le fils de Papadoc, hein. Eh bien, j'ai le sentiment, nourri comme vous l'êtes de toute une civilisation française, de toute une poésie, une littérature française-occidentale, je suis persuadé que vous serez en exil dans votre propre pays, cette fois-ci. Ah, je peux vous répondre que j'étais en exil avant même de partir d'Haïti. J'étais en exil dans mon propre pays. Je me sentais... Et c'est peut-être la raison pour laquelle, pour la première fois, j'ai quitté Haïti. Quand on est d'une toute petite île, et même pas d'une île, d'une moitié d'île, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Haïti, c'est à la fois la République d'Haïti et la République dominicaine. Donc, on est une sorte de demi-insulaire. On n'est même pas tout à fait un insulaire, n'est-ce pas? On est d'une moitié d'île. Eh bien, je me sentais à l'étroit, il me fallait partir. J'habitais un tout petit bled, un village du sud d'Haïti qui s'appelle Jacmel. Et dans mon enfance, je rêvais de départ, je rêvais d'autres pays, je voyageais sur les cartes. Et ma mère était très inquiète et elle disait que si jamais je n'arrivais pas à partir, eh bien, je deviendrais fou dans ce petit pays, dans mon village. Mais que faisaient vos parents? À mes parents, d'abord, mon père était un petit pharmacien qui avait une toute petite pharmacie à Jacmel. C'est déjà pas mal. Et oui, c'est-à-dire qu'on avait un statut, disons, de tout petit bourgeois de province. Ma mère était couturière. Et c'est pour ça que la machine Singer est un des personnages de ma mythologie personnelle. Il y a une machine Singer dans la vie de tout garçon ou petite fille du tiers-monde. Vous n'avez pas idée le rôle que la machine Singer a joué dans la vie des enfants du tiers-monde. Donc ma mère était couturière et comme a dit Césaire, elle pédalait de jour et de nuit pour notre fin du soir et pour notre fin du jour, n'est-ce pas? Mon père est mort très, très jeune relativement et nous étions 5. Et il a fallu élever 5 enfants dans une toute petite ville. Vous avez l'impression d'être né poète? Ah bon, alors c'est une très bonne question. Je vous félicite de l'avoir posée. Vous avez un bon point, si je peux dire, n'est-ce pas? Je crois que j'ai pensé en venant que si vous me posiez cette question, qu'est-ce que je répondrais? Eh bien, vous voyez, j'étais dans une classe une fois, je crois que c'était en 5e, j'avais un professeur extrêmement brillant, c'était un homme corpulent qui s'appelait Maître Bretou, qui était très vexé en latin et en grec, qui récitait des passages entiers de Cicéron et des auteurs grecs qui disaient Quusque tandem abutere catilina patientia nostra. Et puis un jour, il m'a regardé, je ne sais plus à propos de quoi, si c'était après avoir remis une copie, une dissertation sur un clair de lune en Haïti. Et puis il m'a regardé, il a pris un air très grave, toute la classe était suspendue à ses lèvres, et il a dit, écoutez, vous êtes un visionnaire. Je n'avais jamais entendu ce mot, et je me dis, mais qu'est-ce que ça pouvait être un visionnaire, n'est-ce pas? Et l'homme qui me disait ça était quelqu'un d'extraordinairement picaresque, parce qu'on savait qu'il avait l'habitude, quand il sortait du lycée, d'entrer chez lui, de se mettre tout nu dans son jardin et de s'asseoir auprès d'un panier de mangue et de manger chaque soir un panier entier de mangue tout en étant nu et en récitant des vers de Cicéron, ou pas des vers, des passages, des discours de Cicéron et des vers de Lucrèce. Vous voyez le genre d'homme que c'était. Il avait vu. Donc, c'était à sa manière un poète aussi. Oui. Il avait vu qu'il y avait un moment, en effet, je rêvais dans la classe et quand je faisais ma dissertation, j'introduisais sans doute, je ne sais pas exactement ce que je disais, mais il y avait sans doute des rêveries, n'est-ce pas?
Et en effet, j'ai commencé à écrire ce qu'on appelle des vers très tôt. Je me suis intéressé à la poésie française. C'était Mais vous aviez quel poète dans votre tête? Quel poète français? Ah bon, ça va vous étonner. Et c'était Alfred de Musset. Voyez-vous, je suis très loin en ce moment de la poésie de Musset. Vous avez commencé avec Musset? J'ai commencé avec Alfred de Musset. Je connaissais par cœur les nuits de Musset. C'était mon poète préféré, le romantique aussi bien. J'aimais son théâtre pour sa désinvolture, pour l'espèce de champagne français qu'il y a chez Musset. Après, j'ai découvert naturellement Victor Hugo comme tout Caraïbéen. Victor Hugo, c'est notre grand homme, notre grand poète. Moi, j'aurais pensé plutôt pour vous à Rimbaud ou à l'autre bon, alors plus tard, oui. Alors plus tard, j'ai découvert et je me suis senti vraiment bien quand j'ai connu le délégué culturel de la France à l'époque, c'était de la France libre, M. Pierre Mabille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Les Grégores ou La fin des civilisations. Et lui, il m'a fait lire Rimbaud et Lautréamont. Alors là, je me suis roulé par terre de joie parce que j'ai vu que j'entendais parler des splendides villes qu'on découvrait dans un aperçu, dans une échancrure d'horizon. Alors je découvrais vraiment la grande poésie française avec Baudelaire aussi, Nerval, les grands poètes jusqu'à Artaud, André Breton que j'ai connu personnellement. Et André Malraux, Martin Dugard sont venus après? Ah bon, alors Malraux c'est assez particulier parce que quand je dois vous dire d'abord que j'ai eu le sentiment qu'il y avait en moi un poète. Mais ma vocation profonde, si je peux dire, c'est que je voulais être écrivain. Romancier, non, posateur plutôt. Et je m'étais dit que pour être un écrivain, il faut avoir beaucoup d'expérience. Que la poésie, ça appartient à la cadence même de la nature. Ce sont les eaux, c'est la mer, c'est le vent, les arbres, la nuit. Tout ça, on peut en faire en s'appuyant même sur le seul langage. Tandis que pour la prose, il faut drainer une masse énorme d'expérience humaine. J'ai attendu. Et j'ai découvert Malraux. Malraux, il m'a émerveillé. Je faisais à 17-18 ans des conférences sur André Malraux. Le dimanche matin, dans des petits clubs de jeunes gens, je parlais beaucoup de la condition humaine, le temps du mépris, l'espoir, n'est-ce pas? Et après, j'ai lu tout de suite Roger Martin Dugard. Je me suis intéressé à tous les romanciers de la maison Gallimard. Et j'ai lu ensuite Claudel, j'ai lu Camus, j'ai lu Sartre, j'ai lu tous les écrivains. Mais Claudel, c'est quand même un peu étonnant. Oui, mais il y a chez Claudel... C'est le catholicisme, mais avec beaucoup plus d'engagement. Oui, mais j'étais aussi extrêmement catholique, il faut vous dire. Vous êtes catholique. Mais une catholicité païenne, si je peux dire, n'est-ce pas? Et Claudel est un païen. Dans Tête d'Or, dans tous les grands poèmes de Claudel, dans les Odes, il y a un grand païen, il y a un rythme qui n'est pas forcément catholique, n'est-ce pas? Donc, et Césaire avoue aussi, quelque part, son admiration pour Claudel. Claudel a une grande influence sur beaucoup d'écrivains. Je pense sur un homme comme Édouard Glissant aussi. Il ne renierait pas l'influence de Claudel. Mais René de Pestre, êtes-vous aujourd'hui persuadé que l'imaginaire est plus important que la réalité? Je crois qu'il faut aller de l'un à l'autre, de l'imaginaire à la réalité. Mais je vous répondrai très sincèrement que je crois que l'imaginaire est plus important. Il y a 5-10 ans, je vous dirais que la réalité est plus importante. Puis l'imaginaire vous sauve de votre réalité. L'imaginaire m'a protégé beaucoup pendant tout mon itinéraire de poète dans le monde, n'est-ce pas? Vous faites partie donc de cette diaspora haïtienne, car je crois que l'on peut dire qu'il y a 1 million d'exilés. Il y a près d'1 million d'exilés haïtiens. C'est quand même beaucoup. Il y a combien d'habitants? Il doit y avoir près de 5 millions d'haïtiens maintenant, 4,5 millions. Et toute l'intelligentsia haïtienne, non seulement les paysans, les artisans, toutes les couches de la population ont pris la mer, mais toute l'intelligentsia haïtienne, dans sa partie la plus vivante, est en exil, soit à Montréal, soit à New York, à Paris, un peu partout. C'est un drame qui affecte... Oui, mais elle reviendra, si elle peut revenir. Je me demande, je crois que tout le monde ne reviendra pas, n'est-ce pas? Moi-même, je me pose la question, est-ce que je reviendrai à Jacmel? Oui, je reviendrai pour retrouver... Oui, mais vous reviendrez en vacances. Non, parce que je me vois bien dans une petite maison de montagne près de Jacmel en train d'écrire mes mémoires, par exemple, n'est-ce pas? Et je suis très haïtien, malgré mon périple international, je suis resté très haïtien. Alors vous le savez, la France est présente en Guadeloupe, en Martinique. Vous souhaitez qu'elle y demeure ou au contraire vous croyez qu'il faudrait que tous ces pays prennent une forme de liberté
totale. Bon, je crois qu'il faudrait que ce pays prenne une forme de liberté. D'abord, c'est à eux de répondre, mais je crois que si je disais ils m'en voudraient beaucoup que je dise cela, mes amis martiniquais et guadeloupéens, n'est-ce pas? Mais je pense que la France, avec de la générosité, pourrait concevoir une sorte de Commonwealth. On parle de francophonie, n'est-ce pas? Parfois, on me demande qu'est-ce que j'en pense. Moi, bon, si la francophonie veut dire Commonwealth spirituel, c'est-à-dire qu'on soit à égalité, qu'il y ait un dialogue franc, une interculturation entre les hommes, les femmes de l'Hexagone et nous autres qui appartenons malgré tout à la sphère spirituelle française, ça peut aller. Et je crois que la France a suffisamment de ressources pour concevoir cette espèce de Commonwealth. À propos de la France, puisque vous en parlez, enfin, je pourrais peut-être dire quelque chose, parce que nos rapports avec la France n'ont pas toujours été très simples, c'est toujours très compliqué pour un intellectuel. D'une part, on est fasciné, on est séduit par tout un côté de la France, mais parfois la France légendaire est plus belle que la France réelle. Je me souviens d'un article extraordinaire que Jean Amrouche, que vous avez dû connaître, oui, avait publié dans Le Monde. C'était l'un des plus beaux textes que j'ai jamais lus. Dans Le Monde, ça s'appelait La France comme mythe et comme réalité. Amrouche avait exprimé, je crois que c'était en 1958, je m'en souviens très bien, le sentiment de tout homme du tiers-monde de langue française vis-à-vis de la France. On a une admiration irritée pour la France, et c'est très ambigu, vous savez, parce que c'est un pays qui compte, n'est-ce pas? Je lisais l'autre jour un écrivain allemand, Martin Walser, disait que les Français ont l'assurance facilement condescendante de gens qui ont un toit, qui ont une nation, le Français. Et c'est vrai que la France est un pays qui a un toit. Et puis c'est quand même une terre d'accueil. Oui, une terre d'accueil, malgré tout, je dirais, une terre d'accueil. Parce que bon... Vous dites quand même malgré tout. Hein? Oui, parce que j'ai dû un jour partir de France avec le cœur très amer, n'est-ce pas? Et voilà, je suis revenu et je ne me sens pas trop mal en France en ce moment. Je suis content d'être revenu, même. N'est-ce pas? Et je regarde la France avec beaucoup plus de sérénité qu'autrefois. Autrefois, j'étais un jeune homme en colère, je voyais facilement tous les... Ah, vous avez été très en colère contre tout l'Occident chrétien. Tout l'Occident chrétien. Alors là, c'était même une forme de haine. Non, il n'y a jamais eu de haine. Parce qu'à la fin de mon chant sur l'Occident chrétien, j'ai fini par des mots de tendresse, n'est-ce pas? On a interprété mon chant comme un chant de haine. Je crois que à la radio à l'époque, je ne sais plus à quelle chaîne, quelqu'un a lu des passages que j'avais mis entre guillemets. Mais c'était pas de moi, c'était un personnage mythique. Mais on m'a attribué un chant de haine terrible, n'est-ce pas? Où il y avait un nihilisme absolu. Et on pouvait prendre ça pour une haine de la France, mais non. Mais j'essaye d'avoir un jugement serein sur la France. Je pense que c'est un pays qui n'est certainement pas la Notre-Dame de la culture ou le Christ des nations, ça n'existe pas. Mais je pense que c'est une composante fondamentale de la culture mondiale, que je crois que s'il n'y avait pas la France, le monde ne serait pas ce qu'il est, la Terre ne serait pas si merveilleusement la Terre, n'est-ce pas? Et René de Pestre, si vous souhaitiez partir demain pour Haïti, oui. Vous seriez accueilli? Oui, je crois que... Quelle relation avez-vous avec Jean-Claude Duvalier? Aucune. C'est-à-dire avec les autorités haïtiennes, je n'ai aucune sorte de relation. Mais je suis convaincu que le petit peuple d'Haïti, et j'ai beaucoup de lecteurs encore en Haïti, les jeunes m'accueilleraient. On a quand même brûlé vos livres là-bas. Oui, il y a très longtemps, le gouvernement de Paul Magloire avait fait brûler un de mes livres, ce qui était un honneur extraordinaire d'avoir un livre brûlé. Il ne savait pas le grand service qu'il me rendait. Mais je suis convaincu que mon nom n'est pas complètement inconnu en Haïti et c'est l'une des raisons qui me permettent d'écrire. Je sais que j'ai un pays, j'ai un public national, même si on ne peut pas me voir, mais on m'écoute, on me lit un peu, n'est-ce pas? Mais nous sommes quand même dans un monde de dictateurs. Admettons que Duvalier quitte votre pays, quitte Haïti, en soit chassé, c'est sans aucun doute le castrisme qui arrive. Et on sait bien ce qui se passe à Cuba, et vous ne pouvez pas être tout à fait d'accord avec ce qui se passe là-bas. Bon, vous me posez Ami comme vous l'êtes de la liberté. Vous me posez une question très délicate, vous savez que je suis... Ah, mais il n'y a pas de question délicate. Non. Il n'y a que des réponses franches. Oui, je vais vous répondre franchement. Vous savez, je suis lié par un serment à un organisme international et je ne peux pas me prononcer sur des États.
sur des gouvernements. Et je ne peux pas dire avec franchise tout ce que je pourrais vous dire dans un autre contexte, dans une autre circonstance. Et pour moi, il n'existe pas de ce que vous appelez le castrisme, n'est-ce pas? Il y a une révolution à Cuba qui a ses hauts et ses bas. Et je pourrais en parler longuement pendant plus d'une heure parce que j'ai vécu pendant près de 20 ans. Mais je me suis toujours promis, très honnêtement, que le jour où j'aurai à parler de Cuba, de le faire avec une sincérité absolue. Une sincérité gidienne, peut-être qui ne plaira sans doute pas aux Cubains. Parce que les gens n'aiment pas... Quand on est très sincère, on voit le jour et la nuit, le pour et le contre. On n'a pas une conception manichéenne du monde. Je ne veux pas dire que tout est bien ni que tout est mal, n'est-ce pas? Mais il faudrait nuancer, il faudrait analyser. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de le faire avec la franchise. Oui, je l'écrirai certainement. René de Pestre, estimez-vous que la révolution, l'amour, la poésie s'accordent à d'excellentes épousailles? Il y a des contradictions entre elles. Ces contradictions peuvent être... c'est bien de cela que je parle d'épousailles. Oui, peuvent être fécondes, n'est-ce pas? Peuvent être fécondes. Moi, personnellement, je pense que le vrai révolutionnaire doit l'être dans tous ces domaines. Et c'est une autre, c'est comme on dit en espagnol, es harina de otro costal, c'est-à-dire c'est une autre paire de manches. Quand on voit dans la vie réelle comment ça se passe, n'est-ce pas? Il y a le plus souvent, ça se termine par des divorces, ce genre d'épousailles entre l'amour, la révolution, l'imaginaire, la poésie. C'est une corde raide. Je sais ce que c'est que de marcher pendant des années sur une corde raide. Enfin, dans beaucoup de pays, il y a encore des esclaves. On dit qu'il y en a chez vous, à Haïti. Et je me suis toujours demandé combien pouvait coûter un homme. Haïti, vous savez, tout ce que je pourrais vous dire serait au-dessous de la réalité. C'est l'un des pays les moins décolonisés du tiers-monde. C'est un pays extrêmement malheureux qui est parti d'une façon extrêmement brillante, comme vous savez, dans l'histoire universelle, qui a été le premier pays a réalisé son indépendance en 1804, à un moment où la deuxième vague de colonisation n'avait pas encore commencé. Haïti était déjà un pays indépendant qui a une intelligence brillante, même au milieu de l'analphabétisme, de ses misères, et qui aujourd'hui est dans une espèce de somnolence, de régression même, où la terre elle-même se meurt, où les arbres perdent leur fraîcheur. Enfin, c'est tout un drame qu'aucun de nous n'a encore essayé. Et on a essayé, aucun de nous n'a encore totalement exprimé. Peut-être que c'est la peinture haïtienne dans sa fulgurance qui donne une idée de la richesse de l'imaginaire haïtien et derrière cette richesse de toute la solitude humaine, de toute la tragédie qu'il y a dans notre pays. C'est peut-être l'un des coins de la terre en ce moment où l'homme souffre le plus. René de Pestre, on connaît si bien les Caraïbes, c'est-à-dire le mot, que l'on est tout à fait ignorant de ce qu'il porte comme symbole, comme message et même comme vie. C'est-à-dire les Caraïbes, c'est un mot qui fait rêver. Et à l'intérieur du mot, il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de drames, beaucoup de drames. Vous savez, d'abord, c'est un carrefour. Les Caraïbes, c'est d'abord où l'Amérique a commencé. Et c'est d'abord où on a, on dit découvert, n'est-ce pas? On n'a pas découvert l'Amérique, parce que les Américains eux-mêmes aussi, dans ce cas, auraient découvert les Européens, n'est-ce pas? Mais c'est l'endroit où il y a eu, disons, la découverte. C'est l'endroit où il y a eu la première action de décolonisation avec Haïti, où il y a eu la première révolution socialiste. Tout commence en Amérique avec la Caraïbe. Et donc, en même temps, ces Caraïbes ont été complètement compartimentés, séparés. Il y avait une Caraïbe de langue anglaise, une Caraïbe de langue française, une Caraïbe de langue espagnole, une Caraïbe même de langue hollandaise, où on parle le papiamento, les créoles. C'est un univers très composite et doué, aussi invraisemblablement que ça puisse paraître, d'une très grande unité. Unité qui se traduit dans la religion, dans la danse, dans la poésie, dans la manière de vivre. Vous parlez de la religion, et là, il y a plusieurs religions. On peut dire qu'il y a les catholiques, mais il y a les protestants et le progrès du protestant. Oui, mais il y a plus encore que les vaudous. Et la religion vaudou. Mais là, c'est un syncrétisme oui, on dit de la religion syncrétisme. catholique. Mais vous savez que ça, c'est la... Et des rythmes africains. C'est la tradition ethnologique qui dit qu'il y a syncrétisme. Il n'y a pas syncrétisme? Le mot n'est pas très précis. Alors, disons religion occulte des masses populaires. Non, oui, religiosité populaire qui était une réponse religieuse des esclaves à la domination coloniale. C'est-à-dire que les esclaves
comme Fanon d'ailleurs l'a très bien dit, ont déguisé, n'est-ce pas, les dieux, leurs propres dieux, avec l'iconographie chrétienne. Mais en réalité, ce sont des religions de contestation qui sont nées sur place, aussi différentes des religions africaines proprement dites que du catholicisme. Ce sont des retombées de ces deux grands courants religieux, le courant religieux africain et le courant religieux catholique. Mais René de Pestre, pour bien arriver à la négritude, qui est votre préoccupation aujourd'hui, qui a toujours été votre préoccupation, et qui est un bonjour et un adieu. Un bonjour parce qu'elle existe et un adieu parce qu'il faut s'en séparer pour peut-être aller sur d'autres territoires. Il est quand même important de savoir aussi que votre parcours a été très heurté. Vous avez été communiste, mais maintenant vous avez pris vos distances avec Marx, et vous avez écrit beaucoup sur Marx. Et vous avez beaucoup écrit sur Staline. Je me rappelle même un certain poème. Oui, qu'on m'a reproché souvent. Ah ouais, alors vous regrettez ce poème? Non, je dis comme Paul Éluard, je ne regrette rien, j'avance. Vous savez, à l'époque, j'y croyais. J'ai suivi la Deuxième Guerre mondiale avec des petits drapeaux sur une carte de Russie. Je sais les sacrifices que les Russes ont consentis pour la libération de l'Europe et du monde. J'admirais Staline, je lui attribuais les mérites qui sont ceux peut-être ou sans doute du peuple soviétique. Mais après, quand j'ai découvert qu'il était un tyran, je devais lui faire mes adieux aussi, parce que c'est pas ça que je cherchais dans le socialisme. Et je connais bien la Russie, j'ai eu l'occasion de la parcourir pas de fond en comble, mais suffisamment pour en parler, et aussi un jour j'en parlerai avec une extrême franchise. Je n'aime pas le manichéisme, je ne dirais pas que tout est mauvais, et c'est le mal, ni tout est bien non plus, n'est-ce pas? Et j'écris un livre sans doute qui ne plaira pas. Mais René de Pestre, on permet à un poète de se tromper? Oui, tout le monde se trompe. Pourquoi un poète ne pourrait-il pas se tromper? Mais comment un poète peut appartenir à une grande institution? Je ne dirais pas laquelle, mais elle est importante, elle domine un peu le monde aujourd'hui. Et appartenant à cette institution, forcément, le poète que vous êtes est obligé à quelques conventions, à quelques complaisances même. C'est-à-dire, vous n'avez oui, c'est-à-dire qu'il y a vous allez écrire. Mais là, vous avez beaucoup écrit. Mais sur les grands sujets, vous êtes obligé de vous taire. Bon, pas forcément. Il y a une forme d'ambiguïté. L'organisation à laquelle j'appartiens aborde des grands sujets. Disons l'UNESCO, c'est pas un secret, c'est même un honneur d'être à l'UNESCO. Mais l'UNESCO a un programme qui embrasse l'étude des cultures, l'UNESCO. Je crois aussi que s'il n'existait pas l'UNESCO et tout le système des Nations Unies, la situation du monde serait encore plus grave. Il y aurait encore plus d'antagonisme dans le monde. L'UNESCO fait ce qu'elle peut. Moi, c'est une organisation que je ne connaissais pas, que je suis en train de découvrir au jour le jour. Je ne pense pas que c'est une réussite totale, mais l'UNESCO fait un effort considérable pour rapprocher les nations, pour qu'il y ait un dialogue, pour que la communication, par exemple, ne soit pas unilatéral, qu'il y ait un dialogue véritable, sincère entre le Nord et le Sud. L'homme qui est à la tête de l'UNESCO, par pudeur, je ne peux pas en parler beaucoup, mais je crois que c'est quelqu'un de considérable qui fait tout ce qu'il peut, et c'est un homme du tiers-monde, pour que cette organisation réponde aux préoccupations les plus urgentes de l'humanité actuelle, qui, comme vous savez, traverse une période extrêmement difficile. Vous avez vu, par exemple, dans mon livre, moi je lance un cri qui est peut-être insolite dans la bouche de quelqu'un qui a été un militant. Je dis que tous les hommes sont frères, vive la grande famille humaine. C'est la grande phrase de Schiller. De Schiller et de Beethoven. Et je crois qu'en effet, on est arrivé à un moment, si on ne fait pas attention, on peut basculer dans une situation apocalyptique et dont on reviendra très difficilement. Mais René de Pestre, certainement, vous avez très bien compris quand même. Vous avez écrit Le Mas de Cocagne et vous avez estimé qu'il était préférable de passer par l'arme du ridicule plutôt que par l'arme de la terreur. Ah oui. Moi, je peux dire, je n'aime pas la terreur, n'est-ce pas? Je pense que si on peut faire... L'affirmation du dérisoire. Oui, du dérisoire. Si on peut faire que toutes les révolutions ont pourri à cause de leur terreur, n'est-ce pas? Que si on peut faire l'économie d'une terreur, c'est mieux pour les révolutions et pour les institutions, pour tout. Et je ne suis pas un homme de terreur, je suis plutôt un homme de tendresse, même si, comme vous avez dit, parfois vous avez cru entendre des cris de haine sous ma plume, n'est-ce pas? C'est peut-être une postulation irritée de quelqu'un qui voudrait qu'il y ait de la tendresse dans le monde et qui s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de plus rare. Non, le lait de la tendresse humaine dont parlait Shakespeare n'est pas très... Tout le monde n'en boit pas tous les jours.
comme vous savez. Et malgré Staline et malgré le goulag, vous espérez encore? Bon, je ne sais pas. Je dirais comme Blaise Cendrasse que la sénérité à laquelle je suis parvenu vient du fait que j'ai beaucoup aimé le monde et je l'aime encore tout en étant désespéré. C'est peut-être une forme de désespoir, je ne nie pas, n'est-ce pas? Mais un désespoir peut-être fécond. Rappelez-vous un peu un commencement de poème. Écoutez monde blanc, mon rugissement de zombie. Ah oui, vous prenez ça pour un cri de haine? Non, pas du tout. Non. Pour un cri. Oui, vous savez que le zombie, c'est un mythe, c'est le mythe de l'esclave, c'est le mythe de l'homme dont on a enlevé et toutes ses facultés, et dont la mémoire, et à qui on interdit le sel, qui a le sel de la vérité, qui a le sel de l'imaginaire. C'est pour ça qu'un zombie ne peut pas prendre du sel. Non? Donc il y a un zombie dans tout Haïtien, mais le zombie un jour s'est réveillé et il a fait la révolution qui a libéré Haïti. Il est allé chercher le sel de la culture, le sel de la révolte, et c'est comme ça que nous sommes devenus des hommes. Le zombie devient homme. Mais René Lepestre, j'aime bien cet autre commencement de poème. J'avance, berger de mes révoltes, j'avance à grands pas de diamant. Vous voyez qu'il n'y a pas que de la haine. Le diamant là, c'est plutôt la tendresse, n'est-ce pas? C'est ce qui est clair, c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est imputrescible, c'est ce qui dure. C'est la fraternité. Alors j'en arrive à bonjour et adieu à la négritude, et je dois dire ça commence d'une manière franche. Il était une fois une catégorie d'êtres humains que la colonisation baptisa génériquement et péjorativement nègres. Ainsi dénommés, les Africains, ci-devant membres d'ethnies et de peuples aux cultures diverses, furent réduits à l'état de combustible biologique. Mais il faut dire quand même que certains revendiquent cette appellation. Aujourd'hui, nègre. Oui, mais il fallait la revendiquer. Mais moi, ce que j'ai découvert en faisant ce petit travail, un travail où j'essaie de démonter les mécanismes du discours anthropologique traditionnel, j'ai découvert que les nègres n'existent pas, n'ont jamais existé, ni les blancs, ça va vous étonner, n'ont jamais existé, ni les jaunes, ni les rouges, n'est-ce pas? C'est une convention sémantique. C'est à partir des temps modernes qu'on a utilisé cette convention. Si vous allez très loin dans l'histoire de la civilisation, ni en Mésopotamie, ni dans les vieilles civilisations de l'Extrême-Orient, ni à Grèce, ni à Rome, les gens avaient une perception de soi à partir des caractéristiques de leur corps ou à partir de leur couleur. C'est seulement le soleil qui a donné les couleurs? Non, c'est que quand les civilisations ont été mises en contact, et à partir de la colonisation, vous savez que pour le haut Moyen-Âge, tous les gens qui vivaient au sud de la Méditerranée, et pour la perception de l'anglais, de l'espagnol ou des Français, c'était des morts, c'était des Éthiopiens, indépendamment de leur couleur. Mais quand les Portugais ont commencé à voyager, les Espagnols, qu'ils ont vu que ceux qui vivaient au sud du Sahara avaient la peau foncée, disons, la peau noire, n'est-ce pas? On a pris l'habitude de s'appeler noirs. Ensuite, les Blancs se sont perçus blancs. En réalité, vous êtes rose. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Vous nous voyez comment? Je vous vois rose. Vous, les Noirs, vous nous voyez comment, nous, Blancs? Moi, je vous vois rose. Rouge? Rose, un peu rose quand même. Un peu rose, n'est-ce pas? Vous êtes un rose, vous n'êtes pas blanc. Donc vous n'êtes pas blanc, le blanc n'existe pas. C'est un mythe. C'est un mythe qui a été fonctionnel. C'est un mythe qui a été intégré à toute la Weltanschauung, excusez-moi ce grand mot, c'est-à-dire à tout le système culturel de l'Europe occidentale et de l'Amérique. On a pris l'habitude de se percevoir à partir de sa couleur. Je pense que c'est une habitude absolument archaïque. Oui, mais il y a quand même quelque chose de il y a des différences. Mais de plus difficile, parce que l'une et l'autre couleur de l'espèce, c'est-à-dire la blanche et la noire, qui n'ont en soi, comme vous le dites, aucune signification, ni en bien ni en mal, ont quand même été arbitrairement érigés en signes sociaux. Alors c'est ça, ont été érigés en signes sociaux dans les colonies, et notamment c'est dans la Caraïbe que ça s'est passé, n'est-ce pas, où on a déguisé des antagonistes qui étaient purement sociaux. Il y avait, vous savez, chaque grande formation historique a ces types sociaux. Dans l'Antiquité, il y avait les patriciens et les plébéiens. Dans la Caraïbe coloniale, il y a eu les blancs et les noirs. Vous voyez?
Quand la formation sociale disparaît, et ces appellations disparaissent aussi. Aujourd'hui, il ne viendra à personne l'idée d'appeler quelqu'un parce qu'il est riche, qu'il est un patricien, ou un pauvre, qu'il est un plébéien. N'est-ce pas? C'est la même chose. Je pense qu'un poète peut se rendre compte, peut-être un peu avant les autres, de ce qui va disparaître dans la sémantique traditionnelle. N'est-ce pas? Je crois que les mots blancs, les mots noirs, les mots jaunes, tout ça tombe en désuétude. Il faut dire adieu à la négritude. Il y a une identité beaucoup plus belle, beaucoup plus totalisante, qui est l'identité pan-humaine. Tous les hommes sont frères, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Et hier je lisais encore dans un article sur la génétique où on disait que si on tient compte des facteurs sanguins, par exemple, les juifs polonais ressemblent du point de vue des facteurs sanguins beaucoup plus aux juifs, aux autres polonais, n'est-ce pas, que des juifs marocains, disons. Et les juifs marocains sont beaucoup plus proches du point de vue des facteurs sanguins des berbères et des arabes. Vous voyez, donc cette affaire de race, c'est une vaste plaisanterie. Même les savants d'aujourd'hui considèrent le concept de race comme un concept absolument obsolète. Un non-sens, comme dirait un non-sens, un concept flou, comme dit François Jacob, qui ne résout rien, qui n'a fait que compliquer l'histoire de l'humanité, qui n'a fait que traîner l'honneur de l'homme dans la boue, dans le sang, dans les larmes. Il faut y renoncer. Les savants renoncent, les poètes, nous devons suivre, n'est-ce pas, et l'humanité entière suivra. Et René Depestre, vous avez une manière particulière de dire les choses. Au visage du monde, dans le système symbolique et idéologique de la colonisation, le noir fonctionnait comme une verrue de l'histoire, le blanc comme un grain de beauté. Oui, parce que ça vous a plu. Mais oui, mais vous n'y croyez pas tellement. Moi, je crois, je crois, parce que quand on était noir, on a intériorisé ça. Il y a eu le complexe d'infériorité. On pensait que c'était mauvais, que c'était sale, c'était malsain. On identifiait même le noir au diable, dans l'iconographie chrétienne, même. Tout ce qui est noir est malsain, est maladif, n'est-ce pas? Tandis que le blanc, comme disait Sartre, c'est la couleur de la lumière. La peau, le blanc, même quand il se tait, est une parole brillante, n'est-ce pas? Tandis que le noir, qu'il parle ou qu'il se taise, il reste un signe diabolique, un signe malsain, un danger érotique, etc. Vous savez, toutes les connotations qu'on a accolées au mot noir dans l'histoire de la culture mondiale, ça donnerait lieu à un sottisier extraordinaire si on fait. C'est ce que c'est ce que Louis-François Hoffmann a fait dans un livre que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle Le Nègre romantique. Et c'est un peu, mon livre, c'est pas un livre sur le racisme, c'est un peu l'histoire de la représentation de l'homme africain qu'on trouve dans les différentes cultures de l'Occident. Mais est-il vexant de dire de quelqu'un, par exemple, si je dis de vous, c'est un nègre? Non, aujourd'hui non, parce que nous, à un moment donné, nous avons repris ce mot et la poésie de Césaire est un symbole de ça, justement, n'est-ce pas? Même celle de Senghor. Senghor également. On trouve ce phénomène souvent dans l'histoire. Un mot à l'origine péjoratif, par exemple le mot gaucho, était employé par les Espagnols comme un terme méprisant à l'égard des paysans de l'Argentine. Les paysans ont repris ce mot. Nous sommes gauchos, c'est très bien. Le mot mambi à Cuba était employé par les Espagnols pour dire des sauvages et des paysans grossiers qui luttaient contre les Espagnols. Ils ont dit, bon, nous sommes des mambis. C'est de même, à un moment donné, nous avons dit, bon, vous nous dites que nous sommes des nègres, eh bien, nous nous trouvons très bien. Negro is beautiful, comme disent les Noirs américains. Nous sommes très beaux, nous sommes nègres, nous sentons très à l'aise dans notre peau et nous en avons fait un drapeau, n'est-ce pas? Mais attention, tout a une limite, parce que tout cela, c'est la conscience malheureuse. Ce sont des méthodes de la conscience malheureuse de retourner l'arme de l'adversaire, d'en faire un boomerang. Mais il ne faut pas non plus, maintenant, qu'on dise, qu'on se batte la poitrine, nous sommes nègres, mais il y a des problèmes à résoudre. Mais les mots sont difficiles quand même. Les Juifs, lorsqu'ils disent de nous, par exemple, nous catholiques, c'est un goy. Un goy, oui. Alors, vous voyez, c'est le même système de dévalorisation de l'autre, n'est-ce pas? Il faut éviter, sortir de ce système de dévalorisation, n'est-ce pas? Et valoriser l'homme, la femme, c'est ça qui est solide, c'est ça qui est réel, c'est ça qui repose sur la longue et merveilleuse aventure de l'homme, de l'hominisation, n'est-ce pas, qui s'est fait au niveau de l'espèce, indépendamment des nuances épidermiques, des formes de visage, des structures morphologiques, des textures de cheveux, ça n'a aucune importance. C'est pas ça le signifiant de chez l'homme. C'est ce qu'il y a de moins signifiant chez les êtres. Mais pour arriver à la négritude, quand même, dans votre cas, il faut passer par la poésie. Je ne peux pas oublier que vous êtes poète. Et en état de poésie, je voudrais vous rappeler ce que vous écrivez. Être poète, c'est d'avoir honte à toutes les joues qui ne peuvent rendre les coups. La poésie,
c'est quand une révolution donne soudain des ailes aux nègres, aux tortues des dents, aux coqs des pattes et les nageoires aux cerfs-volants errants de l'histoire. La poésie, c'est le pouvoir de vivre et de voler jusqu'à la grande ourse dans l'éclat d'un brin d'herbe. On est poète quand on a les pieds à donner sans repos aux bonnes nouvelles de la tendresse. Donc vous faites tout passer par la poésie. Je Et pense votre que livre, c'est le c'est-à-dire langage Le bonjour total. et l'adieu à la négritude, c'est encore de la poésie. Quoique vous... Ah là, je vais vous agacer. Allez-y, Car allez-y. certainement, de la même manière que vous avez écrit sur Staline, vous avez écrit sur Karl Marx. Et je ne sais plus oui. si vous êtes marxiste, mais je voudrais vous rappeler ceci quand même. Oui. J'ai foi dans ton étoile, Karl Marx. Tu es resté tout neuf et propre sur le mur de mon exil. Tu voyages aussi la nuit dans les eaux de ma prose. Tu me regardes fixement en père de mes jardins. Dans mes yeux, tu ne vois pas un éclat de coquinerie. Tu avives ma tendresse en soufflant sans cesse sur ces charbons ardents. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous demandais si le poète, parfois, ne se laissait pas aller à des mouvements d'âme Ouais, mais qu'il pouvait regretter. Vous ne savez pas que Marx lui-même, un jour, enfin, comme on caricaturait sa doctrine, a dit « Je ne suis pas marxiste », n'est-ce pas? On a envie de le dire quand on voit, n'est-ce pas, ce qu'on a fait et toutes les réalités qu'on recouvre avec la doctrine marxiste, n'est-ce pas? Je crois que Marx, aujourd'hui, s'il revenait, il foncerait les soucis souvent en voyant ce qu'on a fait du marxisme dans beaucoup de pays. Il y a un mot que vous devriez éclairer, c'est le mot marronnage. Ah bon, oui, d'accord. C'est important, je oui, crois. vous savez que c'est un mot aussi qu'employaient les colonisateurs. Ils disaient aussi bien en espagnol, cimarron, qu'en français, marron, pour dire un nègre qui avait abandonné les plantations. C'est un marron. N'est-ce pas? Et les marrons sont devenus aussi des hommes qui luttaient pour leur libération, des hommes qui ont fait du marronnage. Partir en marronnage, à l'époque, c'était abandonner la plantation, reconstituer l'Afrique avec les moyens de bord dans les montagnes. Et c'est de là qu'est née l'indépendance d'Haïti. Et il y a un marron fameux qui s'appelait Macandal, dont Aléo Carpentier a parlé dans un roman. Eh bien, c'est de tout l'imaginaire haïtien vient du marronnage. Et le marronnage a été le creuset de la formation d'une nouvelle civilisation, de la civilisation caraïbéenne. Et les naïfs viennent de là aussi, aussi, les peintres mais naïfs. c'est l'imaginaire d'un nègre marron. Vous voyez, mais il y a un double marronnage. Il y a le fait politique, social, de quitter la plantation avec armes et bagages et de reconstituer à la fois sa vie sociale, ses mœurs et son imaginaire dans les montagnes, mais aussi il y a eu un autre marronnage. Quand les nègres ont appris à lire, quand ils ont été à l'école, ils ont dû marronner les outillages mentaux de la colonisation. Ils ont dû marronner la culture française, tout en utilisant le langage français, n'est-ce pas? En ce moment, peut-être parfois, je suis en train de vous marronner en face de moi. Alors, mais je suis en train de vous marronner, ça veut dire je suis en train de quoi? C'est-à-dire, je suis en train de dire mes vérités avec vos mots. Vous voyez? Et il y a ces vers de Léon Lalo qui dit « Connaissez-vous cette souffrance et ce désespoir à l'une autre égale d'exprimer avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. » Vous voyez, c'est ça le marronnage, le fait d'exprimer avec les mots de la France ce cœur qui nous est venu du Sénégal. Mais René Depestre, y a-t-il quelque part un racisme à l'envers? Je voudrais parler d'un retour de bâton. Avec qui êtes-vous marié? Moi, avec l'identité point humaine. Non, quelle est votre femme? Ah, bon, je suis... vous êtes marié, je pensais que c'était sur le plan idéologique. Non, ça, je le sais pas. Ah oui. Et qui est votre femme? Ma femme est cubaine. Elle est noire. Ma femme est cubaine, elle est... Bon, vous auriez pu épouser une Française? Mais j'ai épousé... Une blanche? Mais oui, j'ai... Une blanche. Une blanche. Ma première femme était blanche, une Française d'origine roumaine et hongroise, n'est-ce pas? Donc, j'ai épousé une blanche. Vous avez des enfants? J'ai des enfants. J'ai pas eu d'enfants avec ma première femme. Nous aurions pu avoir. Mes enfants seraient aujourd'hui... Que souhaitez-vous? Que vos enfants épousent des Noirs? Ou des Noirs? Les êtres qu'ils dites-moi aiment. Non, franchement, très sincèrement. Hein? Moi, je n'ai pas de préjugés, et n'est-ce pas, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que tous les hommes sont égaux. Et n'est-ce pas, j'ai été heureux. Et puis ça n'est pas du racisme de vouloir conforter le pouvoir des différences. Naturellement, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas du racisme, que ces différences existent, mais il ne faut pas donner une signification esthétique, morale, politique et sociale à ces différences. Ces différences, au contraire, montrent la richesse, la grande richesse de l'espèce. N'est-ce pas? Et la nature est remplie de couleurs, remplie de gens, n'est-ce pas, de toutes sortes, et c'est ce qui fait la beauté de notre espèce. Ouais. Donc, je pense que l'univers serait ennuyeux s'il n'y avait que des gens à peau rose
ou à peau plus ou moins foncée, ou à peau noire, ou à peau jaune. Ouais, cette diversité est une preuve de l'éclatante beauté de l'espèce. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du retour en force du surnaturel, je dirais même de l'intolérance religieuse. Oui, moi je pense que c'est un départ, n'est-ce pas? Un départ vers où? Oui, un départ. Il y a des idéologies qui se retirent de l'histoire, mais qui fait un dernier baroud d'honneur, n'est-ce pas, avant de se retirer. Vous voyez, mais si vous voulez mon opinion franche, je pense que l'humanité a vécu depuis des siècles sur un fond formidable de religions comme le bouddhisme, comme la religion catholique, comme l'islam, comme le shintoïsme, etc. Et qu'aujourd'hui, devant les défis du monde actuel, devant l'évolution de la science, l'évolution considérable il y a une véritable renaissance de la science, il faut renouveler ce fonds. Il y a une richesse spirituelle qui appartient à toute l'humanité. Je ne pense pas qu'il faille faire une sorte de somme éclectique de tout cela, et ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il y a suffisamment de sagesse dans le monde pour transformer ce monde, pour en faire une planète vivable où tout le monde pourrait être heureux. Vous voyez, je ne sais pas si je suis en train de rêver, mais face à vous, on peut parler, c'est peut-être rêver, n'est-ce pas? Et c'est bien de rêver, n'est-ce pas? Moi, si j'avais le pouvoir, si on me disait brusquement, vous sortez du studio de M. Chancel, vous avez tous les pouvoirs, je sortirais, en ce moment, je proclamerais, n'est-ce pas, la fin des États, des nations, les Nations Unies deviendraient le gouvernement du monde, c'est ça que je ferais, n'est-ce pas? Et il n'y aurait qu'un seul pouvoir, le pouvoir des hommes, le pouvoir de l'humanité. Je suis en plein rêve. Si je sortais, je faisais cela, on m'enverrait peut-être dans un asile, parce que ce ne serait pas sérieux, mais après toutes les expériences que j'ai eues, tous les pays où j'ai vécu, où j'ai observé les gens, j'ai observé les hommes, les femmes, les enfants, j'ai appris à les aimer, j'ai été irrité, j'étais malheureux, je me désole parfois de voir qu'il n'y a pas de tendresse dans le monde. Une fois, j'ai vu une scène terrible qui, pour moi, résumait toute la souffrance humaine. J'ai vu au Brésil, au fond du Brésil, au fin fond du Brésil, une toute petite fille qui avait même pas 4 ans, dont la mère était infirme, qui était assise dans la rue et qui a à la porte d'un restaurant. Et ce restaurant, chaque midi, donnait une tasse de soupe à cette dame. Et la petite fille est allée avec un bol chercher la soupe de sa mère. Et le bol était brûlant. Mais elle savait déjà ce que ça représentait, que c'était le repas de sa mère qu'elle portait avec ses petites jambes qui marchaient, les mains complètement brûlées, n'est-ce pas? Et qui amenait. Quand j'ai vu ça, vous savez, j'ai été pris d'une compassion extraordinaire pour l'humanité. J'ai appelé la miséricorde. J'étais pourtant un militant d'extrême gauche. Eh bien, ce moment-là, j'ai senti que cette petite fille, n'est-ce pas, il fallait se mettre à genoux à ses pieds, comme un certain Raskolnikov l'avait fait une fois au pied d'une certaine Sonia. Je ne sais pas si je suis en train en ce moment d'aller contre tout ce que j'ai écrit ou j'ai cru. Ah, totalement. Mais je crois dans la compassion humaine, je crois dans la miséricorde. C'est une conversion. C'est pas une conversion parce que je ne me réclame en ce moment d'aucune religion, n'est-ce pas? D'aucune religion, je suis complètement religieux. Oui, mais une conversion, on peut le faire par rapport à soi-même. Oui, par rapport à moi-même, à la vérité. Moi, je crois que l'écrivain aujourd'hui... Par rapport à sa propre conscience. À sa propre confiance. L'écrivain, plus que jamais, dans n'importe quel système social, n'est-ce pas? On cherche la vérité, on n'a pas trouvé. Chercher la vérité avec cette même passion, n'est-ce pas, qu'avait des Tolstoï. Mutatis mutandis, je ne suis pas en train de me comparer à Léon Tolstoï, mais je me compare quand même, n'est-ce pas, à cette espèce de passion que ce vieillard avait pour la vérité. Comme l'ont eu Keats, comme Shelley, Victor Hugo, Jacques Roumet, Aimé Césaire, n'est-ce pas, et chercher la vérité. On n'a pas trouvé encore, n'est-ce pas. Et tout à l'heure, René de Pestre, vous parliez de rêve, mais le rêve est une création, et c'est vrai que plus que jamais, vous l'écrivez, il semble qu'on ne prononce plus que les mots de haine, de violence, d'indifférence, alors qu'il faudrait tout simplement parler d'abord d'un peu de sagesse. D'un peu de sagesse. Alors, on va vous prendre pour une utopiste. Oui, mais ça ne fait rien, n'est-ce pas? Qu'importe. Je me réclame de cette utopie concrète, n'est-ce pas, qui est de vouloir la fraternité entre tous les hommes. N'est-ce pas? Je crois que tous ceux qui ont misé sur cela, même si leur époque s'est moquée d'eux à un moment donné, mais je pense qu'ils gagneront ce procès-là en appel.
et le procès de la fraternité humaine. Mais quand même, vous employez le mot à un certain moment. Je lancerai si fort le grand cri nègre, après Aimé Césaire. Oui. Je lancerai si fort le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. Oui, c'est Aimé Césaire. Oui, c'est Césaire, il a raison. Oui. Et ce cri, nous l'avons poussé. Il a tenu sa promesse. Mais oui, de plusieurs générations. Et sa poésie est tout ce grand cri. C'est la plus grande poésie lyrique, à mon avis, de ce siècle. L'une des plus grandes poésies lyriques de ce siècle, la poésie de Césaire. Et je peux dire que quand j'ai lu Césaire aussi, je me suis roulé par terre de joie. J'ai trouvé, Eureka, c'était ce qu'il fallait dire, du plus haut qu'un homme puisse parler. Il l'a fait. Et Cahiers d'un retour au pays natal, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est l'honneur de notre, j'allais dire de notre race, mais je n'aime pas ce mot entre mille guillemets. Et je l'emploie en face de vous, n'est-ce pas? Mais des descendants d'Africains, disons, qui ont été déportés dans les Amériques. Ils ont eu un homme comme Césaire qui nous a réhabilités avec sa parole lyrique d'une façon sensationnelle. Mais René de Pestre, il ne faut pas avoir peur des mots. Et comme les Antillais avaient honte d'être nègres, ils cherchaient toutes sortes de périphrases pour désigner donc ce nègre. Et oui, il disait vous en parlez à un moment de votre livre. Oui. Alors qu'est-ce qu'on disait? On disait un homme noir, un homme à peau basanée, on disait n'importe quelle connerie, comme disait n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Césaire a décidé de dire bon, nous sommes nègres et nous nous réclamons de la négritude, nous nous réclamons du cannibalisme tenace, n'est-ce pas? Vous êtes des cannibales? Oui, nous sommes des cannibales, nous mangeons les hommes. Vous voyez, c'est l'humour. Césaire a défini la poésie comme cette démarche par l'image, par le mot, par le mythe, par l'amour et par l'humour, m'installe au cœur vivant de moi-même et du monde. Je crois que c'est ça une des meilleures définitions de la poésie. Mais René de Pestre, on sait très bien, et l'histoire nous l'a montré, et des événements encore actuels nous le font ressentir, que souvent les Blancs considèrent les Noirs pas de la meilleure manière. Mais aussi, il faut bien considérer que les Noirs regardent étrangement les Blancs dans certaines parties du monde. Oui, et je ne sais pas si vous avez été ce Noir par rapport aux Blancs à un certain moment de votre vie. Ah non, à aucun moment de jamais? notre vie, non, jamais. Ça, je peux vous donner ma parole d'honneur, que j'ai jamais eu cette attitude. Le Black Power, non? Non, jamais. Quand les premiers Blancs que j'ai vus de ma vie, c'était à Jacmel, et c'était pourtant des occupants. C'était des fusiliers marins nord-américains qui passaient, des officiers avec le stick en main, et dans le crépuscule, ils traversaient les petites rues de ma ville natale. Eh bien, je ne regardais pas avec haine. Je vois un occupant, il aurait été noir, que ma réaction aurait été la même. C'était un occupant militaire, donc je ne pouvais pas l'aimer. Mais ce n'était pas parce qu'il était blanc. Vous savez que nous autres Haïtiens, on n'a pas, n'est-ce pas, ce sentiment de haine, parce que nous sommes battus, n'est-ce pas, et nous avons gagné une bataille depuis notre plus petite enfance. On nous dit, et c'est ça qui fait le drame de Haïti, c'est le hiatus qu'il y a entre le rôle considérable que notre pays a joué sur la scène mondiale à un moment donné et sa pénible situation actuelle. Nous sommes quand même un pays qui a vaincu des troupes de Napoléon. Vous savez, dans l'imaginaire d'un petit Haïtien, quand on vous dit ça, et quand on sait ce qu'était Napoléon, et comment il a fait trembler à son époque l'Europe et le monde, et les troupes de son beau-frère, le général Leclerc, ont été vaincus en Haïti. Napoléon a été vaincu à la porte de Moscou, en Espagne et en Haïti. À l'école, Waterloo. À l'école, on vous a appris nos ancêtres les Gaulois? Ah non, en Haïti, non. En Haïti, non. Nous n'avons jamais dit ça. Vous voyez, c'est pour ça que nous, d'une certaine manière, on a été décolonisés et très tôt. Et peut-être ça nous permet d'avoir, vis-à-vis de la France, une plus grande sérénité. D'être à la fois fasciné par François Villon, par Colette, par Rimbaud, par Apollinaire, n'est-ce pas? Et de porter sur la France des jugements très sereins. Des jugements sains. Sains, c'est ça. Ouais. Nos rapports avec la France sont des rapports très sains. Parce qu'il y a cette phrase, le blanc et le nègre, comme les autres catégories honteusement raciales de l'histoire contemporaine, sont engagés dans le processus irréversible de leur disparition de la scène historique. Donc c'est vraiment un renvoi alors là. Oui. Moi je dis adieu aussi bien aux blancs, aux noirs, aux jaunes, pour saluer l'homme, la femme, les êtres humains. Le couple, classe, race. Je pense que ça disparaîtra aussi. Trop de cadavres, trop de honte, trop d'ignominie, trop de... je ne sais pas, de stupre, n'est-ce pas? Tout ça change. Vous ne sentez pas que nous sommes dans une époque de mutation, oui, totale, malgré le danger. Oui, mais cette époque de mutation, est-ce la veille d'une renaissance? Oui, moi je crois que nous sommes déjà dans une renaissance, même si on n'en prend pas conscience, nous sommes en plein
n'est-ce pas, dans une nouvelle renaissance, n'est-ce pas, une renaissance qui est lourde de danger, n'est-ce pas, qui pour la première fois va être universelle, parce que l'autre renaissance quand même, elle était européocentriste et ça concernait une catégorie assez réduite de l'humanité. Tandis que cette fois-ci, la renaissance actuelle a des chances, si on arrive à étendre l'action des ordinateurs et des microprocesseurs au monde entier, à en faire une source de développement pour tous les peuples du tiers-monde et de la Terre, cette renaissance sera le salut vraiment de l'humanité, sera la réconciliation de l'homme avec l'homme. René de Pestre, une seule fois, avez-vous rêvé ou avez-vous souhaité être blanc? Peut-être, oui, je ne le cache pas, quand ce serait de l'hypocrisie de le dire, peut-être pour passer inaperçu dans les villes européennes, parce que partout, on avait un doigt dirigé vers soi, que ce soit à New York, à São Paulo, à Rio de Janeiro, à Buenos Aires, à Paris. Alors peut-être que être blanc, c'est passer inaperçu, n'est-ce pas? C'est disparaître dans le paysage, dans la foule, dans la multitude. Et être noir, c'est le singulier, c'est la couleur. Vous voyez? Donc ça peut passer dans l'imaginaire de... Et tout à l'heure, vous nous disiez que nous, les Blancs, nous n'étions pas tout à fait blancs, nous étions roses. Oui, rouges. Mais on a un peu vous n'êtes pas tout à fait noir non plus. Alors comment êtes-vous avec les autres noirs? Vous avez un noir qui n'est pas... Non, j'assume, de ce point de vue, j'assume la négritude totale. Oui, mais lorsque vous regardez un noir qui est noir total, j'imagine que vous devez vous dire, je ne suis pas noir. Non, je ne vois pas noir, moi, n'est-ce pas? Vous le voyez comment, j'ai dit ça, je me suis adressé, vous savez, j'ai fait une petite expérience à Nanterre l'année dernière. Je me suis adressé à un auditoire d'étudiants, il y avait surtout des descendants d'Africains. Et quand je leur disais que je n'étais pas noir, il était surpris. Il pensait que je me revendiquais un certain mulatisme, alors que je les invitais à dépasser cette notion, à ne pas se percevoir à partir de ce qui est insignifiant, mais à partir de sa valeur réelle, de sa culture, de ses racines, de son identité, de choses réelles, concrètes, solides, qui est le fait d'appartenir à l'espèce humaine, n'est-ce pas? Et aussi, ça choque de prime abord aussi bien un soi-disant blanc qu'un prétendu noir. Vous voyez? Et ça, mais je pense que ça fera du chemin. Et pour terminer, je voudrais rappeler un poème de vous. Merci beaucoup. René de Pestre, le poète d'ailleurs. Pour faire un poète, il faut un homme et une femme et un homme, et puis un flamboyant en fleurs, mais le flamboyant peut suffire si l'homme et la femme tardent trop à fêter le prodige du sein. Merci René de Pestre. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui paraît chez Robert Laffont, Bonjour et adieu à la négritude. Ça n'est pas un renoncement, ça n'est pas un renvoi, et c'est simplement un retour. C'est un retour à l'identité pan-humaine. C'est-à-dire être. Être. Merci René de Pestre. Merci Jacques Chancel.